Bonjour à toutes et à tous, merci de vous être connectés. N'hésitez pas, comme je le disais, à vous présenter dans le chat. On est ravis de vous avoir aussi nombreux avec nous pour parler de la protection des données personnelles dans l'IAE. Donc, je me présente, je m'appelle Nada Bridi, je travaille à la FAS nationale, je suis chargée de mission sur l'IAE et la formation. Et on a le plaisir d'avoir avec nous Sandrine Wang, qui est chef de projet transformation numérique chez Solidatech et qui va nous faire une présentation pour nous exposer un petit peu les grands principes et définitions du RGPD et nous donner des outils, des méthodologies pour établir un diagnostic dans sa structure et se mettre en conformité. Donc, ça va être un webinaire assez interactif, hein. Il y aura des quiz tout au long du webinaire. La présentation de Sandrine va durer 1h30 et puis après, on aura 30 minutes dédiées aux questions-réponses. Mais n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans l'onglet Q&R dédié et on les reprendra à la fin pour y apporter des réponses. Voilà. Sinon, oui, juste pour que vous sachiez, le webinaire est enregistré, donc il y aura un replay qui sera diffusé. Et il y a aussi une fiche pratique qui va être produite à l'issue de ce webinaire pour être diffusée plus largement aux structures qui souhaitent se mettre en conformité au RGPD. Voilà. Sandrine, je te laisse la main si ça te va. Merci. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran et est-ce que tout le monde nous entend bien? Donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour répondre à cette question et sinon ça va être sur la partie questions-réponses pour la dernière partie du webinaire. Je vois Les des... gens répondent oui. Ok, ça marche. Donc le mot d'introduction de Nada, ça y est. Et donc je vais me présenter rapidement. Donc effectivement, je suis chef de projet chez Solidatech et en charge de notre organisme de formation. Et donc, je travaille à Solidatech. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Solidatech, c'est un programme de solidarité numérique dédié à accompagner les associations à mieux utiliser le numérique. C'est pas une fin en soi, une fin en soi, pardon, d'être sur du 100% numérique, mais c'est plutôt, bon, bah maintenant, ça existe, on voudrait l'utiliser au mieux pour ne pas avoir à le subir. Et on fait partie donc des ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion, qui est située dans les Deux-Sèvres. On est surtout axé en fait sur le réemploi. Donc on a une activité historique de jardinage, mais aussi de reconditionnement de palettes en bois. Et petit à petit, on s'est développé. On a mis en place des activités sur le matériel informatique, les téléphones, mais aussi les cartouches d'encre. Et en 2008, on a créé Solidatech pour avoir l'aspect logiciel, accompagnement et études. On fait donc partie du mouvement Emmaüs. Les modes d'action, donc je vous les citer, on a vraiment la partie accéder au numérique, donc de l'aspect matériel. Donc on va avoir le matériel informatique, les téléphones, mais aussi du matériel informatique autre que des ordinateurs. Et on va avoir des logiciels à tarif réduit. Puis, on va accompagner les associations dans le développement de leurs usages. On va avoir un centre de ressources en ligne qui, justement, va vous proposer des articles complets sur, par exemple, commencer sa stratégie de communication digitale, mais aussi des replays de webinaires, des replays de webinaires qui sont sur des sujets thématiques comme celui d'aujourd'hui, mais aussi des replays de webinaires avec des partenaires logiciels. Ensuite, on a le diagnostic numérique. Je vais le montrer à la fin de notre session. Le diagnostic numérique, il a pour objectif en fait de vous aider à avoir un état des lieux vraiment complet sur votre association pour en fait avoir des recommandations concrètes par rapport à ce que vous avez choisi comme réponse. Donc, le diagnostic numérique, c'est sur 7 grandes thématiques, dont la sécurité et le RGPD. Et à la fin, vous avez un graphique en toile d'araignée, en radar, pour vous aider à trouver les points d'amélioration.
Et enfin, on coproduit, on diffuse des savoirs sur la transition numérique. Donc, on a notamment notre étude triennale et nationale sur la place du numérique dans le projet associatif, qu'on travaille avec Recherche et Solidarité pour avoir un baromètre de l'utilisation du numérique dans toutes les associations, quel que soit leur secteur, quel que soit leur nombre de salariés et quelle que soit en fait leur situation géographique. Et on est aussi centre de ressources pour le DLA, donc centre de ressources national, pour accompagner les dispositifs locaux d'accompagnement dans le numérique. Alors, j'ai une première question pour vous. Donc, où est-ce que vous en êtes sur le RGPD? Donc, je vais vous lancer un sondage. Est-ce que tout le monde le voit? Oui, ok, merci. Donc, où en êtes-vous sur le RGPD? Est-ce que vous avez mené une réflexion? Vous avez encore rien mis en place, mais vous vous informez? On a écrit des mentions RGPD sur le site internet. On a désigné une personne référente. On a commencé à changer nos documents. Où on a réalisé un registre de traitement des données. Donc tout ça, on le verra tout à l'heure. On parle d'associations, les entreprises d'insertion sont incluses, oui. Oui, le webinaire, alors Solidatech, on s'adresse spécifiquement aux associations, mais il y a plein d'IAE qui sont en statut associatif. Donc, bien sûr, on parle aussi des entreprises de l'IAE. Je vous laisse encore quelques secondes. On a 76% de participation. 87% de participation. Allez-y. Alors, je vous laisse 5 secondes et je vais mettre fin au sondage pour avancer. Et je vais vous partager les résultats aussi, bien sûr. Hop. Je vous partage les résultats pour que vous voyez quand même que vous n'êtes pas seul. On a la plus grande majorité des personnes qui ont indiqué qu'elles n'ont encore rien mis en place, mais que vous vous informez. C'est une toute première étape, bien sûr. Ensuite, vous avez 36% des personnes qui ont indiqué qu'elles ont mené une réflexion interne sur le RGPD. C'est aussi très important d'avoir en fait le soutien de la direction, du bureau, du CA, quel que soit votre mode de gouvernance, parce que c'est un projet à part entière et qui concerne vraiment toutes les personnes dans la structure. C'est pas parce que on a une personne qui est déléguée ou référente et que elle doit piloter le projet de la mise en conformité RGPD qu'elle est toute seule sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui est collectif. Ensuite, on va avoir donc 31% de participants qui ont indiqué qu'ils ont changé les documents pour demander le consentement des personnes à traiter leurs données. Ça aussi, vous le verrez, ça fait partie de l'une des étapes pour se mettre en conformité. Et je vois que seulement 9%
des participants ont indiqué qu'elles ont réalisé un registre de traitement des données. Ça, vous verrez dans les étapes de la mise en conformité, c'est la toute première étape. Je continue. Alors, je vais d'abord vous parler de quelques actualités pour que vous ayez le contexte du RGPD. Tout d'abord, la Croix-Rouge. Donc, en 2022, l'ONG de la Croix-Rouge avait reconnu que les données sensibles de 515 000 personnes très vulnérables ont été dérobées à un de ses sous-traitants suite à une cyberattaque. Ça concernait en fait les personnes qui ont été séparées de leur famille en raison d'une guerre, migration, catastrophe, etc. Donc ça, c'est pour vous donner un élément des principes du RGPD avec là la notion en fait de données sensibles et aussi du lien avec la cybersécurité, bien sûr. Ensuite, on va avoir Google Analytics, donc la CNIL, dont on va beaucoup parler puisque c'est l'autorité de contrôle du RGPD. Donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Elle met en demeure en 2022 un gestionnaire de site web pour l'utilisation de Google Analytics. Et donc la mise en demeure, c'était 1 mois de délai pour se mettre en conformité et un risque pour cette structure de payer en fait en amende 4% de son chiffre d'affaires annuel mondial. Je passe à la suivante. On va avoir Doctissimo, que tout le monde connaît. Donc le service enfin, le service en ligne sur des données de santé. Donc la CNIL sanctionnait Doctissimo en 2023 à payer une amende pour plusieurs manquements. Donc au milieu, vous voyez les manquements, ça indiquait que la durée de conservation était excessive, qu'il y avait une absence de recueil de consentement, qu'il y avait aussi un manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données personnelles. Donc ça, c'est plusieurs principes qui ont été pas du tout respectés donc, par Doctissimo, pour que vous voyez par la suite aussi l'ampleur en fait que peut prendre le RGPD. Et la dernière actualité, c'était les collectivités locales. Donc la présidente de la CNIL avait mis en demeure 22 communes en France métropolitaine et en Outre-mer de désigner un délégué à la protection des données. Elles avaient à ce moment-là, en 2022, un délai de 4 mois pour se mettre en conformité en procédant à la désignation d'un délégué à la protection des données. Donc là, je viens de vous évoquer plusieurs exemples concrets et des réels faits d'actualité sur les notions de la protection des données. Et donc, j'en arrive à la suite. Donc, c'est vraiment la définition du RGPD. Donc, je vous pose la question, selon vous, le RGPD concerne qui? Quoi? Je lance le sondage. Donc, selon vous, ça concerne qui et quoi? Donc, 80% qui ont participé, 82. Je vous laisse répondre encore quelques secondes. 87%. Allez-y.
Si jamais d'ailleurs vous avez des questions pour la partie questions-réponses, n'hésitez pas à mettre du contexte dans vos questions pour qu'on puisse bien comprendre les enjeux. Ok, 89%. Je vous laisse 2-3 secondes et je mets fin au sondage pour les derniers qui n'ont pas encore participé. Et je vous partage les résultats. Le RGPD, ça concerne effectivement les entreprises, le secteur public, les associations. Ça concerne effectivement aussi les données numériques, mais aussi les données physiques sur papier. Et ça concerne toute l'Union européenne. Le règlement général à la protection des données, c'est un règlement européen. Donc, il est entré en vigueur en 2018, mais ce n'est qu'une évolution en fait d'une loi qui existait déjà en 1978, il me semble, qui était donc une loi sur l'informatique et les libertés, et c'est toujours bien sûr pour respecter les droits de l'homme, l'intégrité, toutes ces valeurs en fait qui finalement ont beaucoup évolué avec le temps et du coup en lien avec le numérique. Les objectifs, tout simplement, c'est de rendre le contrôle des données aux citoyens, quels qu'ils soient, créer un niveau élevé et uniforme de protection des données à travers toute l'Union européenne et définir donc un cadre juridique adapté à l'ère du numérique. Et du coup, c'est pour ça en fait que je vous posais la question de, selon vous en fait, qui est-ce que ça concerne? Parce qu'effectivement, ça concerne vraiment toutes les structures en fait qui collectent des données tout simplement, qui traitent des données. Pourquoi s'y conformer? Donc, il y a l'obligation légale, hein, tout simplement, mais c'est surtout une preuve en fait de votre éthique. Ça permet de montrer que vous êtes transparent, que vous vous souciez en fait des données personnelles des personnes, que ce soit en externe auprès de votre public, de vos bénéficiaires, de vos partenaires, mais aussi en interne auprès de vos salariés. Donc, c'est une opportunité pour reprendre en main ces données, les données personnelles que vous traitez. Il y a bien des sanctions pécuniaires et il y a d'autres sanctions, donc comme là je vous ai montré en actualité, tout ce qui est publication. Donc il y a des énormes impacts en fait en termes d'image, puisque la CNIL publie sur ses réseaux sociaux, mais aussi sur le site de la CNIL, toutes les sanctions par année. Je vous enverrai enfin je partagerai de toute façon le support bien sûr. Mais c'est pour vous dire qu'à chaque diapositive, vous allez avoir le lien officiel donc de celui du site de la CNIL, avec ici par exemple les sanctions prononcées par la CNIL. Et juste aussi pour vous rassurer, la plupart des sanctions qui sont prononcées, ça concerne grandement des grosses entreprises, des grandes entreprises. Là, vous voyez les exemples que je vous ai cités, Doctissimo, par exemple. On a aussi Quant, on a aussi Free, SFR, vraiment des plus gros opérateurs, on va dire, que des associations ou des entreprises dans le secteur du social ou du médico-social. Et en fait, je vous dis ça parce que j'ai vu quelques sanctions qui ont été prononcées pour des associations, mais c'était surtout dans le cadre des élections. Donc ça va être des associations politiques. Ensuite, selon vous, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir une personne qui est référente au RGPD dans les structures? Et je vous lance le prochain quiz. Alors, il y a une différence, effectivement. J'ai mis sur la slide une personne référente et une personne déléguée à la protection des données. Donc, j'avoue, il y a un piège. Et c'est du coup, la réelle question, c'est une personne déléguée à la protection des données personnelles.
On a 85% de participation, allez-y. On va bientôt terminer ce sondage. Bon, 86% ont participé. Je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Donc, il y a 65% d'entre vous qui pensent que c'est obligatoire d'avoir une personne qui est déléguée à la protection des données personnelles, 12% que non, et 22% qui ne savent pas. Alors, donc je vous l'ai dit, il y a un piège. Le délégué à la protection des données, il est obligatoire. Et je précise aussi d'ailleurs, il y a souvent DPO ou DPD. C'est juste en anglais et en français. En français, c'est DPD et en anglais, c'est Data Protection Officer, donc on dit DPO. Et donc c'est obligatoire si tout simplement vous êtes une structure dont l'activité de base vous amène à réaliser un suivi régulier et systématique des individus à grande échelle. Je ne pourrais pas vous définir ce qu'est la grande échelle, c'est ce qui est indiqué sur le site de la CNIL. Et ensuite, la même chose, mais avec des données sensibles. Ou tout simplement, en fait, si vous êtes une collectivité. Donc, a priori, vous êtes pour la plupart ni dans l'un ni dans l'autre des cas. Mais il s'avère que certaines structures font du suivi régulier et systématique. C'est très important, les deux éléments, régulier et systématique. Donc ça peut arriver que vous soyez dans le cas de. Et dans ce cas, vous êtes obligé d'avoir une personne qui est déléguée à la protection des données. Donc si jamais vous n'êtes pas dans ces cas-là, il est donc fortement conseillé d'avoir une personne qui est référente au RGPD pour tout simplement avoir un pilote dans l'avion, pour coordonner le projet, répondre aux questions, veiller au respect de votre fonctionnement sur la question en fait du RGPD dans la structure. Le rôle du délégué à la protection des données, c'est le pilote, donc c'est le chef d'orchestre des données personnelles de sa structure. Il informe, il conseille, il contrôle le respect du règlement. Il conseille la structure sur la réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des données. Donc l'analyse d'impact, c'est vraiment une analyse qui permet d'aller plus loin que le registre de traitement. Je vous donne des notions là tout de suite, mais on les verra petit à petit. Donc l'analyse d'impact, elle va plus loin que le registre de traitement, car le registre de traitement, ce n'est qu'un état des lieux des données personnelles que vous traitez dans la structure. L'analyse d'impact, elle va vérifier si vraiment vous avez fait tout le nécessaire, ou en tout cas si vous avez des recommandations à avoir, des améliorations à avoir sur la cybersécurité, par exemple, parce que vous allez avoir beaucoup de données sensibles. C'est ça que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, une autre des missions du délégué, c'est d'être l'interlocuteur des personnes concernées pour les questions relatives au RGPD. Donc, que ce soit en interne, les salariés ou je ne sais pas si vous avez d'autres types de personnes qui ont d'autres statuts, des volontaires, des alternants, etc., des bénéficiaires qui ont des questions sur le RGPD, sur tout simplement qu'est-ce que vous faites de mes données personnelles, et ben, c'est lui ou elle l'interlocuteur des personnes. Et coopérer pardon, avec la CNIL et être son point de contact. Le dernier point, il est très important parce que euh, dans les structures où il est obligatoire d'avoir un délégué à la protection des données personnelles, eh ben, la structure, elle va sur le site de la CNIL et elle va sur le lien que je vous ai mis en dessous où il y a des informations, mais il y a aussi un formulaire à la fin de la page pour désigner quelqu'un. Donc, dès qu'on est dans le cas où c'est obligatoire d'avoir un délégué, on va le nommer.
l'identifier, le nommer. Et donc, la CNIL, si elle a besoin de la contacter pour un contrôle ou je ne sais quoi, eh ben, la personne, elle est nommée, elle est identifiée. Et donc, la différence avec la personne qui va être référente, c'est que, alors je reviens précédemment sur cette diapositive, c'est que la personne qui est référente, elle doit bien informer, conseiller la structure, contrôler le respect du règlement général à la protection des données, conseiller la structure, être l'interlocuteur, mais elle n'est pas son point de contact à la CNIL. Elle n'est pas nommée. C'est pour ça que je précise là-dessus. Et surtout, bah, la personne qui est référente, elle fait son maximum pour pouvoir faire respecter le règlement général à la protection des données, mais la plupart du temps, eh ben, c'est tout à fait normal, c'est que, elle a une autre casquette. Elle a son métier de base et elle a en plus une casquette de référent RGPD. Et du coup, à la différence d'un référent, la personne qui est déléguée à la protection des données personnelles, elle a bah, les compétences requises, donc elle peut avoir une expertise juridique, elle a une bonne connaissance du secteur d'activité de la structure, elle a les moyens suffisants. Ça veut dire que, elle a du temps pour exercer les missions de délégué à la protection des données, donc ce qui n'est pas forcément le cas pour la personne qui est référent, qui peut avoir plusieurs casquettes. Elle bénéficie des moyens matériels humains. Elle peut accéder aux informations dont elle a besoin pour réaliser le registre de traitement. Elle doit être associée en amont des projets qui impliquent des données personnelles. Elle doit être facilement joignable par les personnes concernées. Et le troisième point, qui a toute son importance, c'est aussi que la personne qui est déléguée, elle a la capacité d'agir en toute indépendance. Donc ça veut dire, elle n'a pas de situation de conflit d'intérêt si jamais elle est amenée à avoir deux casquettes. Et elle ne doit pas être sanctionnée pour l'exercice de ses missions. Elle doit pouvoir rendre compte auprès de la direction si jamais il y a un souci dans le cadre du RGPD ou pas forcément un souci, mais qu'elle puisse en fait être libre d'exercer ses missions et donc de rendre compte de tout ce qui se passe vis-à-vis des données et de pouvoir dire librement, bah, ça ne va pas du tout ou faut complètement changer, je sais pas, des choses qui peuvent être toutes bêtes comme l'accès à certains placards qui ne sont pas du tout fermés à clé. Et là où il y a des données personnelles en papier, par exemple. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir se sentir libre de dire quand on est délégué à la protection des données. Alors, on arrive à la donnée personnelle. Je vous lance un autre quiz. Donc, selon vous, une donnée personnelle, ça peut être... Alors, 84%, je vous laisse terminer de répondre. Je vais mettre fin au sondage.
Alors, alors, je vous partage les résultats. Une donnée personnelle, ça peut être un nom et prénom. Donc, 96% ont choisi, ont voté pour cet item. Ben, un nom et prénom, oui, bien sûr que c'est une donnée personnelle. Parce que ça me permet d'identifier quelqu'un. Un numéro de téléphone professionnel, là, c'est un peu plus euh, euh, piégeant parce que le numéro de téléphone professionnel, on va se dire bah, que c'est pas mon identité. Sauf que le numéro de téléphone professionnel, c'est quelque chose qui renvoie indirectement à quelqu'un. Moi, par exemple, je vais avoir mon numéro de tel pro avec mon propre téléphone. Donc, j'ai pas de ligne fixe. Mais quand quelqu'un m'appelle, c'est moi qu'on va entendre. Ça va être mon message vocal. Ça va être aussi mon numéro de téléphone que je vais afficher dans ma signature pro. Et du coup, en fait, c'est une donnée personnelle parce que ça renvoie indirectement vers moi, mon identité, Sandrine Mang, au sein de Solidatech. Le numéro d'adhérent à une association. Ça, bon, bah, si quelque part, indirectement, ça renvoie vers le nom et prénom de la personne qui s'inscrit à l'association, qui adhère, eh ben oui, c'est tout à fait une donnée personnelle. Une photo avec mon visage, oui, là, 200%, c'est une donnée personnelle. Un enregistrement de ma voix. Alors, je sais qu'on est des milliards et des milliards sur Terre, mais ma voix, c'est avec un faisceau d'indices en se disant que c'est ma voix en France, plutôt dans ce secteur-là, dans tel ou tel métier ou tel secteur. Et ben en fait, c'est une donnée personnelle, c'est ma voix. Je sais qu'il y a d'autres gens qui doivent avoir la même voix que moi, mais en tout cas, indirectement, c'est une donnée personnelle, c'est ma voix. Ma signature, pareil, on est très nombreux, on doit avoir, certaines personnes doivent avoir les mêmes signatures. Mais en tout cas, là, c'est une vraie donnée personnelle parce que, pareil, c'est ce que moi j'ai produit, c'est ma propre signature et donc par certaines autres, enfin, un croisement d'informations, donc j'ai dit un faisceau d'indices tout à l'heure, et ben, c'est une donnée personnelle. Je vais avoir le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture de service. Alors, j'ai voulu faire exprès parce qu'effectivement, il y a la plaque d'immatriculation de la voiture personnelle. Là, bon, bah, c'est une donnée personnelle puisque ça renvoie indirectement à une personne. Mais celle de la voiture de service, normalement, vous avez dû fournir votre permis, vous avez dû aussi avoir des infos qui disent que c'est vous ou telle personne qui va utiliser la voiture à ce moment-là. Donc, pareil, indirectement, c'est une donnée personnelle. Et l'adresse mail générique professionnelle, même si c'est formation@solidatech.fr ou contact ou accueil ou je ne sais quoi, eh ben, c'est une donnée personnelle parce que ça renvoie vers la personne qui va l'utiliser à ce moment-là. Donc, quelque part, on peut toujours savoir qui est derrière cette adresse à cette heure-là, ce jour-là. Je sais que c'est pas le cas spécifiquement dans certaines structures parce qu'elles se disent bah, j'ai 5 personnes à l'accueil ou je ne sais quoi. Mais on peut toujours avoir, on peut toujours savoir qui a été là tel jour, et donc c'est toujours une donnée personnelle. Donc la définition, c'est toute information ou ensemble d'informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc il y a ce qui est direct, le nom, prénom, et il y a ce qui est indirect, le numéro d'adhérent, le mail, le téléphone. Et attention, bah, effectivement, ça s'applique aux données numériques comme physiques. Et donc là maintenant, je vais vous demander, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle mais qui est sensible? J'ai mis un piège.
Alors là, tout le monde est sûr et certain sur les données de santé. Euh, Sandrine, il y a Christine qui... Ah non, c'est bon, elle voit le sondage et Franck Burel qui demande de remettre la slide précédente. Pardon. Voilà. Merci. Je vous laisse quelques secondes et je termine. Je vous partage les résultats. Donc, effectivement, les données de santé, ce sont bien des données personnelles sensibles, les opinions politiques aussi, syndicales aussi, sexuelles, orientation sexuelle aussi, origine ethnique aussi. Les coordonnées bancaires, j'avoue, c'était ça le piège, c'est qu'en fait, c'était pas du tout une donnée personnelle sensible. On pense à ce que ce soit en fait des données sensibles parce que depuis toujours, quand on est sur une page internet et que ça indiquait qu'on va on est sur le moment de payer, c'est écrit attention à données sensibles. Dans le cadre du RGPD, c'est pas une donnée sensible. C'est sensible parce qu'on peut vous voler votre argent, on veut votre argent. Donc là, ça peut être sensible à ce niveau-là. Mais sur la partie RGPD, ce n'est pas une donnée sensible comme l'indique la CNIL dans sa définition d'une donnée sensible. Et les données sur les mineurs, oui, c'est considéré d'office comme une donnée personnelle sensible. Alors, la donnée personnelle sensible, c'est tout simplement donnée à impact ou à potentiel discriminatoire fort. C'est en respect de la loi sur la protection contre les discriminations. Donc, on a bien celle que je vous ai mise sur le quiz, mais il y a aussi, donc, bien sûr, les infractions, condamnations, mesures de sûreté, casier judiciaire, des données, toutes données génétiques, biométriques, les données de santé, les données sur les mineurs. Et, euh, et en fait, quand on y pense, c'est par exemple, on va avoir une personne qui est conseillère en insertion pro, elle va accompagner une personne. Elle va avoir son dossier. Sur ce document, eh ben, on va avoir par exemple, bah, peut-être que la personne a été papa très tôt. Je sais pas, on va dire à 15 ans, à 16 ans, la personne a été papa. Ok, c'est un fait. Sauf que elle va avoir sur ce document cette information et la personne qui va avoir le même dossier, qui va continuer le suivi parce que la personne A a démissionné, et ben la personne B, qui est aussi conseillère, et ben elle va prendre le document et peut-être que elle, par son expérience, par sa vie antérieure, autre, elle peut discriminer. Elle va changer son accompagnement parce qu'elle va avoir ses données sensibles. Ça, c'est justement le potentiel discriminatoire. C'est pour ça que tout ça, c'est indiqué comme tel. Par contre, ben, sur tout ce qui est discriminatoire qui n'est pas indiqué ici, dans la définition de la CNIL, eh ben, moi je suis plutôt d'accord pour dire que par exemple, on peut avoir de la discrimination aussi sur le niveau d'éducation. On peut avoir des discriminations sur ça. On peut avoir des discriminations pardon, sur les ressources financières qu'on peut avoir aussi. Mais en tout cas, là, c'est pas dans la définition. Mais c'est quelque chose où je me dis ça pourrait être un potentiel discriminatoire. Mais ça ne l'est pas écrit dans la définition de la CNIL.
Et pourquoi je vous raconte tout ça et que je vous donne cet exemple concret, c'est pas pour dire que on n'a pas le droit de traiter cette donnée sensible, de dire que machin a été papa très tôt ou que machine a été incarcérée très jeune ou je ne sais quoi. Euh, c'est juste pour vous dire que dans le cadre du RGPD, on doit porter une attention particulière aux données sensibles, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, une structure qui traite des données et qui a des données sensibles, elle peut être amenée à faire une analyse d'impact pour savoir si on protège bien ces données personnelles qui sont sensibles. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les traiter. Les données de santé, donc c'est toutes les données de santé en fait qui relèvent de l'état de santé d'une personne. Donc c'est vraiment tout et n'importe quoi. C'est défini de manière très large, donc vous voyez, c'est l'encadré du site de la CNIL par le règlement européen. Ça recouvre l'ensemble des données collectées et produites dans le cadre du parcours de soins, mais aussi celles qui sont détenues par d'autres acteurs, comme les développeurs d'applications. C'est pour ça qu'on parlait de Doctissimo, mais il y a aussi Doctolib, toutes ces structures qui proposent en fait de prendre des soins. Bah, quelque part, l'application, le développeur, l'éditeur de logiciels, récupère les données, les ordonnances, etc. Et donc, c'est des données sensibles. Ensuite, sur les mineurs, je voulais juste vous partager cette diapositive pour indiquer tout simplement que, pareil, c'est une donnée sensible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de la traiter, tout simplement. Il y a une vigilance particulière à avoir et donc la CNIL a mis des recommandations spécifiques pour traiter les données sur les mineurs. Et je vous ai mis des liens. Ensuite, donc je vous ai parlé d'un traitement de données. Donc je voudrais vous demander, selon vous, un traitement de données personnelles, ça peut être quoi? On vient de voir on vient de voir l'obligation ou non d'avoir un délégué à la protection des données personnelles, le rôle. On sait ce que c'est qu'une donnée personnelle, on sait ce que c'est qu'une donnée personnelle sensible. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait avec les données? 73%. Allez-y, je vous laisse encore quelques secondes. 79%. Et ok, je vais mettre fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, un traitement de données, ça peut être le suivi individuel des salariés en insertion, oui. L'enregistrement des données nécessaires pour recruter un nouveau salarié, oui. La prise de vidéo ou photo lors d'un événement, oui. L'établissement d'une liste de contacts, oui. Et l'émargement lors d'un événement, oui. Tout ça, c'est des traitements de données. Donc, un traitement, c'est vraiment tout maniement de données, y compris une simple consultation. C'est un traitement de données personnelles, juste de regarder des données personnelles, une consultation. La finalité, ça va être un objectif. Pourquoi, en fait, on est en train de traiter la donnée? Le traitement de données, c'est vraiment tous les verbes que vous allez mettre avant les données personnelles. Donc, je peux les collecter, je peux les trier, je peux les lister, je peux les récolter, je peux les partager, les diffuser, etc. Tout ça, c'est un traitement de données. La finalité, ça va être donc votre objectif. Et le responsable de traitement, c'est la personne qui va définir les objectifs qui sont poursuivis par le traitement de données. Et du coup, ça va être le représentant légal de la structure. Donc,
Juste pour info, et c'est très important, c'est toujours le représentant légal de la structure qui est responsable en fait du traitement de données. C'est pas le référent ni la personne qui est déléguée à la protection des données personnelles. En exemple, vous allez avoir la gestion administrative des licenciés au sein d'une association sportive. Ça, c'est un traitement de données et sa finalité. La gestion administrative des salariés en insertion. L'accompagnement, le suivi social des personnes en difficulté au sein d'associations à caractère social. La tenue d'un annuaire des anciens membres d'une association. La communication pour des événements et newsletters auprès de nos partenaires. Tout ça, ce sont des traitements de données. Maintenant, on va voir les principes et les notions de la protection des données personnelles. Donc là, je vous mets une liste, un sommaire rapide des principes à respecter en tant que structure collectrice de données. Tout d'abord, vous allez avoir le principe de licéité. La licéité, c'est quand quelque chose est licite, donc légal. Et donc, c'est tout simplement, on va voir, on va le voir tout de suite en premier lieu. Donc, ça doit reposer sur une base légale. J'ai le droit de traiter une donnée parce que ça repose sur une base légale. Ensuite, je vais avoir le principe de finalité déterminée et légitime. Donc, je sais pourquoi je vais traiter une donnée, j'ai un objectif et il est déterminé. Je sais pourquoi je traite la donnée. Si je ne sais pas pourquoi, eh ben, je n'ai pas le droit de la traiter. Ensuite, une fois que je sais pourquoi je traite une donnée, donc je sais quel objectif je poursuis, j'ai un principe de pertinence et de minimisation. Ça veut dire que si je sais que j'ai besoin de telle information pour poursuivre tel objectif, je n'ai besoin que de ça comme information. Je n'ai pas le droit d'aller chercher d'autres informations supplémentaires. Et je minimise, donc je ne prends que ce qui est nécessaire. Principe de transparence et de respect des droits des personnes. Donc là, c'est ce qu'on peut voir, ce que je vous ai posé dans la toute première question, c'est est-ce que vous avez commencé en fait à écrire quelque part que vous êtes en train de vous mettre en conformité RGPD ou dans les documents que vous avez auprès des personnes dont vous collectez les données, est-ce que vous avez écrit ce que vous faites avec leurs données? C'est ça le principe de transparence et de respect des droits des personnes. Ensuite, on va avoir le principe d'une durée de conservation limitée. Le grand classique, hein, moi aussi je le fais, c'est très humain, mais je me dis au cas où je garde telle information. Avec le RGPD, on n'a pas le droit de dire je garde au cas où tel ou tel Tupperware. Et ben, pour le RGPD, c'est exactement ça. On n'a pas le droit de se dire au cas où je garde une information. Euh, il y a une durée de conservation. Toutes les durées de conservation, elles sont limitées. Des fois, on se dit que ça pourrait être ad vitam aeternam, mais ben, c'est pas possible. Il faut que ce soit lié à quelque chose. Par exemple, je pense à la communication notamment. Ça peut souvent être sur les inscriptions aux newsletters ou autres. Ça peut être, au lieu de dire pour toujours, c'est plutôt le temps de l'inscription de la personne ou avant son désabonnement, quoi. Ça, c'est possible, mais c'est limité. Et ensuite, on va voir le principe de confidentialité et de sécurité. Donc là, c'est on traite des données personnelles, on a respecté toutes ces étapes, et ben on va y faire attention maintenant qu'on a récolté ces données personnelles, surtout dans certains secteurs. Euh, Si on les perd, si elles sont modifiées, si elles sont détruites ou autres, ça peut en fait pénaliser, voire enfin léser ou autre, mais ça peut aussi mettre en danger les personnes. Ça arrive. Ok, on a vu les 6 principes de manière rapide et globale. Et on va voir le tout premier, un peu plus en longueur, donc le principe de licéité, donc c'est la base légale. Pour pouvoir avoir un traitement de données, il faut que ça repose sur au moins une base légale. Donc soit j'ai eu le consentement de la personne pour traiter sa donnée, soit je suis en train de respecter une obligation légale, soit c'est dans le cadre d'un contrat, comme un contrat de travail, soit je suis en train d'exercer une mission d'intérêt public, soit je récolte ces données, mais c'est dans la sauvegarde des intérêts vitaux de cette personne, soit eh ben, j'ai l'intérêt légitime. L'intérêt légitime, c'est tout simplement, j'ai une
activité je vais avoir mon activité de cours, de cours ou je ne sais quoi. J'ai pas envie de me spoiler parce que j'ai une question juste après. Et en fait, c'est assez logique pour moi de récolter telle information parce que sinon, il est impossible pour moi d'exercer mon activité. Je ne peux pas, sans vous contacter, vous permettre en fait d'utiliser mes services. C'est un intérêt légitime, c'est logique. Alors, tout d'abord, première question sur le consentement. Selon vous, quelle image a un consentement valable? Je vous partage l'image et ensuite je vous lance le sondage. Donc là, l'image, c'est que vous avez trois possibilités. Vous êtes sur un site internet et on vous demande votre prénom, nom, email pour vous inscrire sur le site internet et bénéficier des services que propose ce site internet. Et vous avez trois possibilités. Vous avez la première en cliquant sur Je m'inscris, euh, en validant j'accepte. La deuxième, j'accepte les conditions générales du site, c'est précoché. Et la dernière, eh ben, vous avez les mêmes informations, mais c'est vous qui cliquez sur la coche. Ah voilà, j'arrive. Voilà, selon vous, quelle image a un consentement valide? Alors là, c'est bien dans le cadre d'un consentement, dans la base légale du consentement. Il y a bien sûr les cinq autres bases légales que vous pouvez utiliser selon votre situation et le contexte. 73%. Allez, je vous laisse quelques secondes encore. Et bientôt 11 heures. 77%. Allez-y. Ok, je vous laisse 3 secondes et je mets fin au sondage. Alors, je vous partage les résultats. Oui, c'est bien la troisième image. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour qu'un consentement soit valable, il faut qu'il soit positif. Donc, il faut une action de la part de la personne qui va bah, donner ses données personnelles. Il faut qu'il soit non contraint. Donc là, l'exemple de l'image numéro 2, il est contraint, puisqu'en fait, il est précoché. Et enfin, il est éclairé, il est expliqué. Donc, il faudrait, par exemple, un lien vers les conditions générales du site Internet. Donc ça, c'est le consentement sur une plateforme numérique. Ensuite, on va voir le principe de finalité déterminée et légitime. Donc, avant de recueillir une donnée et de l'utiliser, vous devez être sûr de pourquoi vous allez traiter une donnée. Puis, explicite, donc vous allez l'énoncer. Vous allez pouvoir le dire clairement pourquoi vous êtes en train de traiter une donnée. Peut-être c'est pour le suivi social, peut-être c'est pour communiquer, peut-être c'est pour inscrire à un événement, etc., etc. Et enfin, bah, sur quelle base légale est-ce que ça repose? Donc ça, c'est la première, le premier principe que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, j'ai une question pour vous, à nouveau. Citer une base légale prévue par le RGPD, donc j'ai une structure de l'IAE qui souhaite contacter par mail et ou téléphone ses bénéficiaires pour les informer d'un changement horaire pour la période des vacances.
Je vous lance le sondage. Donc, j'ai une IAE qui veut contacter par email ou téléphone ses bénéficiaires pour les informer d'un changement horaire pour la période des vacances. Donc, soit vous avez le consentement des bénéficiaires, soit vous êtes en train de respecter une obligation légale, soit vous respectez un contrat, soit vous êtes en train d'exercer une mission d'intérêt public, soit c'est la sauvegarde des intérêts vitaux, soit c'est l'intérêt légitime. 75% ont participé. Je vous laisse terminer les derniers et dernières. Je mets fin au sondage. Je vous partage les résultats. Alors, j'ai une IAE pardon, qui souhaite contacter par mail ou téléphone ses bénéficiaires. Je vais les informer tout simplement que la semaine prochaine, il va y avoir, ou dans 2 semaines, je ne sais pas, il y aura des vacances scolaires. Et donc, il y aura un changement d'horaire pour s'adapter à l'activité. Donc, je peux avoir tout simplement l'obligation légale. Donc, ça dépend en fait de votre statut. Est-ce qu'en tant que IAE, vous avez un agrément qui a été fourni par l'État ou je ne sais qui pour faire telle ou telle action? Dans ce cas, ce serait l'obligation légale. Vous pouvez demander le consentement aux personnes qui sont bénéficiaires. Donc, enfin, tout simplement, vous leur avez demandé à un moment donné. Donc ça, c'est possible d'avoir le consentement. Vous avez le contrat. Donc, les bénéficiaires, tout simplement, ils ont peut-être un contrat avec vous. Ils ont signé un contrat pour travailler chez vous, ou bien les bénéficiaires ont signé un contrat pour bénéficier de vos services. C'est possible d'avoir un contrat, comme un contrat de travail, comme un contrat d'adhésion, comme je ne sais quoi, mais en tout cas, il peut y avoir un contrat. Si vous êtes en train d'exercer une mission d'intérêt public et que du coup vous avez pareil un agrément, là c'est OK. Ça peut être une mission d'intérêt public. La sauvegarde des intérêts vitaux, ce n'est pas du tout ça, puisque vous ne sauvez pas des vies là pour le changement d'horaire pour la période des vacances, c'est pas le cas. Mais l'intérêt légitime, eh ben, ça peut aussi être une base légale pour contacter les bénéficiaires dans ce cas précis, puisque bah, c'est logique, en fait, c'est dans mon intérêt légitime, c'est logique que pour l'activité de la structure, je contacte les bénéficiaires pour leur dire tout simplement il y a un changement d'horaire. C'est un intérêt légitime. Alors, j'arrête le partage. En deuxième cas, donc, je veux contacter, donc je suis la même IAE, je veux contacter par mail ou téléphone les bénéficiaires pour leur envoyer une offre commerciale d'un primeur local. Il y a un primeur qui va s'installer dans le coin. Il va vendre ses fruits et légumes et il va faire des paniers pour les gens du coin. Et donc, je veux leur proposer un tarif réduit qui est proposé par le primeur auprès de mes bénéficiaires à moi. Lui, il veut juste avoir des clients. Du coup, donc, je vais vous relancer le même sondage. Donc, selon vous, je souhaite faire bénéficier d'une offre commerciale. Sur quelle base légale, en fait, je peux partager, enfin, du coup, j'ai déjà récolté les données mail, les coordonnées, et en fait, je veux les diffuser, je veux les partager à quelqu'un d'autre.
67%. Allez-y. Je vais mettre fin au sondage. 78%. Je vous partage les résultats. Alors, les personnes qui ont cliqué sur le consentement, vous avez tout à fait raison. Donc, j'ai récolté les données des personnes, j'ai leur email, c'est mes bénéficiaires. Je n'ai pas le droit, même si c'est une super offre et que c'est hyper avantageux pour eux d'avoir ces fruits à moins 50%, eh ben, je n'ai pas le droit, si je n'ai pas leur consentement, en fait, de diffuser leur adresse mail ou leur téléphone. L'obligation légale, ça n'est pas du tout le cas ici. Je n'ai pas de contrat non plus. Je suis pas en train d'exercer une mission d'intérêt public et c'est pas dans mon intérêt légitime, dans mon activité en fait, de leur proposer une offre commerciale. C'est pour ça que j'ai bien précisé une offre commerciale. Donc ça veut dire que si vous faites des choses qui sont hors de ce qui a été prévu dans le cadre de votre activité, vous n'en avez pas le droit. Si vous souhaitez en avoir le droit, il faut le demander. Donc c'est le consentement. Ok. Ensuite, on va voir le principe de pertinence et de minimisation. Donc, pour avoir, une fois que vous avez eu la finalité qui est claire, je souhaite communiquer à telle personne, auprès de telle personne, donc j'ai besoin de ces données personnelles pour leur indiquer l'organisation de telle ou telle activité. Je sais de quoi j'ai besoin. Donc, les données que je vais recueillir, elles doivent avoir un lien direct avec la finalité que j'ai déjà identifiée. Ça doit être nécessaire. Ça veut dire que vous devez limiter au maximum la quantité des données traitées. Ensuite, vous avez la transparence et le respect des droits des personnes. Alors là, je voudrais vous partager, c'est une longue liste, mais c'est les principales informations du traitement de données à communiquer. Vous avez l'identité coordonnée de votre structure, l'objectif du traitement, pourquoi vous êtes en train de traiter des données, la base légale. Donc, c'est pour ça que je passe du temps là-dessus aussi, c'est parce que vous devez pouvoir identifier la base légale que vous êtes en train d'utiliser pour traiter des données. L'obligation ou non pour la personne concernée de fournir les informations que vous demandez et les conséquences si jamais ils ne veulent pas vous les donner. Le plus souvent, la conséquence, c'est que bah, s'il ne donne pas son adresse mail ou son numéro de téléphone pour être suivi, accompagné ou je ne sais quoi, eh ben, tout simplement, bah, vous ne pouvez pas les contacter. Donc, la conséquence, c'est qu'elle ne peut pas bénéficier en fait, de votre activité. Les destinataires ou catégories de destinataires des données. Donc ça, pareil, c'est les personnes qui vont utiliser ces données en interne. Donc je peux avoir la direction, je peux avoir peut-être l'équipe pédagogique ou l'équipe qui va encadrer, accompagner. Et c'est tout. Ça veut dire que je dois pouvoir limiter aussi la catégorie de destinataires. On va avoir la durée de conservation des données. On le verra tout à l'heure. Le droit des personnes concernées. Donc, ça aussi, on le verra tout à l'heure. Ils ont droit d'accéder aux données. Ils ont droit de demander à rectifier, d'être complètement effacés aussi. L'existence ou non d'un transfert des données hors Union européenne, parce que du coup, on est en train de sortir du cadre légal et du périmètre du RGPD. Les moyens de contacter la personne qui est DPD ou la personne qui est référente et le droit d'effectuer une plainte auprès de la CNIL. Ça, c'est ce que vous devez indiquer obligatoirement. La bonne pratique, c'est que souvent, vous avez besoin d'indiquer ça auprès des personnes. Donc peut-être ça va être lors d'un événement. On ne va pas écrire tout ça sur juste une feuille d'inscription à un événement ou la feuille d'émargement ou autre. Du coup, vous pouvez indiquer tout ça sur un formulaire ou le plus souvent, c'est sur une page de notre site internet. Alors, je vais vous montrer.
une page que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est très complète et je l'ai mise d'ailleurs dans les ressources sur le support. Donc, je suis sur le site de la mission locale d'Ivry-Vitry. Hop, dans le 94, je descends à la dernière page. Je veux pas de leurs cookies, donc je vais ici, protection des données. Et là, vous avez la fameuse, sur enfin, les fameuses informations, les caractéristiques principales à communiquer sur le RGPD. Vous pouvez vous inspirer de cette page-là si jamais vous n'avez pas encore fait de page sur le RGPD. Pour vous montrer rapidement, il est 11h10, donc vous avez vraiment une introduction qui indique les grandes activités des missions locales, parce que du coup, c'est beaucoup plus clair de comprendre pourquoi ils ont besoin de telle ou telle donnée. Donc, on parle des domaines d'intervention, orientation professionnelle, emploi, formation. Ils peuvent avoir des aides financières adaptées aux situations des jeunes qui sont accueillis et suivis par les missions locales. Ensuite, on va avoir ici, donc eux, ils ont fait par courrier uniquement, mission locale Ivry-Vitry, pour contacter la personne qui est déléguée à la protection des données. Ensuite, on va voir le cadre légal. Donc, ils ont précisé ici tous les cadres légaux qu'ils ont. L'exécution de missions de service public, ils respectent une obligation légale, ils ont un intérêt légitime et ils ont le consentement. Ensuite, ils vont préciser les données qui sont transmises et donc demandées aux personnes qui vont accompagner. On va avoir des données personnelles pour inscription à un service, participer à un événement. On va avoir le NIR, le numéro d'inscription au registre, donc sur la sécurité sociale. Ensuite, il précise qu'il collecte aucune donnée sensible. Ensuite, on a le chapitre sur la durée de conservation. Ça répond à l'intérêt légitime de la mission locale. Mais surtout, là, il précise, ça varie selon le type de traitement de données considéré. Je descends, qui peut avoir accès. Donc là, c'est la catégorie de destinataires. Donc, ils vont dire qu'il y a les directeurs, les directrices, les conseillers, les conseillères, les agents et agentes d'accueil, etc., etc. Ils précisent qu'ils ont une obligation de discrétion professionnelle et de respect du secret professionnel. On a les sous-traitants, bien sûr. On a les plateformes de réseaux sociaux, les partenaires publics ou privés. Et eux, ils ont spécifiquement aussi autorité, police, judiciaire, si jamais ils ont l'obligation légale de le faire. Transfert ou non hors Union européenne? Non. Tout est conservé dans l'Union européenne. Comment les données sont protégées? Donc là, ils précisent que il y a la personne qui est déléguée, qui coordonne le dispositif de conformité au RGPD. Tout le monde est sensibilisé. Il y a l'accès enfin, physique et numérique qui sont sécurisés. Et ils disent qu'ils sont particulièrement vigilants auprès des partenaires et sous-traitants. Ensuite, on parle des droits des personnes. Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles. Donc là, ils vont répéter ce qui est inscrit pardon, sur le site de la CNIL avec les droits des personnes. Et là, vous pouvez exercer vos droits auprès de la personne qui est déléguée à la protection des données personnelles. Donc ça, c'est un exemple que je trouve assez fourni et exhaustif. Vous pouvez le réutiliser et du coup l'adapter à votre situation. Il est partagé dans le support. Je reviens là. Ensuite, donc, on a les droits des personnes concernées. Elles ont tous ces droits-là. Donc, opposition, limitation, accès, rectification. Tout ça fait que, tout simplement, dans votre manière de respecter et de faciliter l'exercice des droits des personnes, vous allez avoir une personne qui est référente. C'est pour ça que la CNIL n'oblige que certaines structures à avoir un délégué à la protection des données. Par contre, pour répondre à tout ça, c'est fortement conseillé d'avoir quelqu'un qui est référent. Parce que sinon, on ne peut pas permettre en fait aux personnes d'exercer leurs droits. Je vous ai partagé un site, c'est UFC Que Choisir. Le lien il sera dessus sur le support, vous pourrez cliquer dessus, ça s'appelle Respecte mes data. Et dessus, vous avez en fait
tous les réseaux, les sites internet savent de vous, que vous êtes une femme, un homme de telle ou telle tranche d'âge, que vous êtes dans tel et tel secteur, région géographique, que vous aimez les chats, les chiens, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Tout ça, c'est des données personnelles qui sont récoltées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, la donnée personnelle, bah, c'est de l'or, quoi. Donc, je vous ai partagé ça. C'est intéressant à savoir. Et ensuite, on a la partie durée de conservation. Donc, c'est limité en fonction de l'objectif qui est poursuivi par le traitement. Une fois que les durées elles sont écoulées, vous devez supprimer ou anonymiser. Et du coup, vous devez aussi, bien sûr, distinguer les données qui sont nécessaires à la gestion courante de la structure et celles qui ont juste l'intérêt administratif. Pareil, je vous ai mis le lien sur la durée de conservation sur le site de la CNIL. Pour que vous voyez un peu rapidement, donc ça c'est visible sur le site de la FAS. Vous avez une période 1 qui est la durée de conservation, c'est la base active. L'exemple, conservation de CDDI ayant été prolongée jusqu'à 60 mois, accessible au personnel qui accompagne la personne. C'est la durée active. La personne vient d'entrer dans les données en fait, de la structure. Ensuite, vous avez la période de archivage qui n'est pas forcément nécessaire. Exemple, CDDI archivé durant 5 ans en cas de conservation accessible qu'au personnel qui gère le contentieux, parce que là, les personnes qui l'accompagnent n'en ont plus besoin. Et ensuite, période 3, suppression des données ou anonymisation. Pour l'anonymisation, je trouve ça un peu difficile à faire, surtout si vous avez des données papier que vous souhaiteriez garder. Vous n'allez pas mettre du Tipex sur des années et des années de documents papier. Donc, ça à réfléchir. Et donc, l'exemple, après l'archivage de 5 ans des CDDI, on supprime les contrats en format papier en utilisant une broyeuse, sans oublier ceux au format numérique. Donc ça, c'est le cycle de la donnée. Et la durée de conservation. Tout simplement, vous avez des dispositions légales ou réglementaires, par exemple. Une durée minimale de conservation pour les bulletins de paie, c'est au moins 5 ans définis par le Code du travail. Ou sinon, vous avez une durée maximale. Là, ça va être, par exemple, pour la vidéoprotection, c'est limité à 1 mois par le Code de la sécurité intérieure. Ensuite, vous avez les délibérations de la CNIL, les archives publiques et les références sectorielles. Si jamais vous avez pas de possibilité d'avoir une durée qui est bien claire, eh ben, c'est le responsable du traitement des données, donc le responsable légal qui fixe cette durée. Vous avez tous les liens, etc., bien sûr, sur le site de la CNIL pour les durées de conservation. Ensuite, en tant que structure qui collecte des données, vos devoirs. Redevabilité. Vous devez être en capacité de fournir les preuves de conformité en cas de contrôle. La responsabilité en chaîne. Vous êtes responsable du choix de vos sous-traitants. Vous devez vous assurer que vos sous-traitants sont conformes au RGPD. Donc ça, par exemple, vous devez avoir sûrement des partenaires institutionnels et des partenaires des prestataires et autres. Ça, en fait, c'est que une fois que vous avez compris là tout ce qu'on est en train de voir, tous les principes sur le RGPD et que on va voir juste après les étapes de mise en conformité, si vous faites tout ça, que vous êtes dans les règles, que vous essayez au maximum d'être dans les règles, parce que juste pour vous rassurer, les données, c'est hyper volatile, c'est nébuleux aussi le numérique. Vous ne pouvez pas être au carré pour tout. Je trouve ça impossible. Mais donc, si vous faites votre maximum, à un moment donné, vous allez devoir partager les informations à votre partenaire parce que vous devez rendre des comptes, à un financeur ou autre. Eh bien, les personnes, vos interlocuteurs, elles peuvent mal gérer les informations que vous allez leur donner. Et du coup, tout ce que vous avez construit sur le RGPD, ça n'a servi à rien puisque machin de telle structure va la diffuser à tout va et ça peut porter atteinte aux personnes dont vous avez collecté les données. Donc, pour cette raison, vous êtes responsable. Donc, comment savoir, en fait, comment s'assurer que les personnes sont conformes au RGPD, vos structures, vos partenaires, c'est de leur demander tout simplement ce qu'ils font sur le RGPD et de le préciser. Si vous avez des contrats ensemble, c'est de préciser dans le contrat que
cette structure a besoin de telles données personnelles dans le cadre de telle intervention ou autre. Et du coup, elle s'engage à respecter le RGPD. Ils sont conformes aussi. Puisque du coup, normalement, vu que c'est en vigueur depuis 2018, tout le monde devrait être conforme. Donc, c'est de s'en s'assurer. Si jamais c'est compliqué à avoir comme information, tout simplement, vous leur demandez est-ce que vous êtes conforme RGPD, qui est votre délégué ou votre référent. Ensuite, bah, sécurisation des données et confidentialité. Donc là, vous limitez au maximum les accès et les risques d'accès. Mettre en place une gouvernance de données, tout simplement, ça veut dire avoir un plan d'action en fait sur l'application du RGPD. Vous vous assurez de la bonne tenue de la documentation, donc c'est le registre de traitement que je vais vous présenter juste tout à l'heure. Vérifier le traitement des demandes de l'autorité de contrôle, donc ça c'est auprès de la CNIL, et l'analyse d'impact, qu'elle a été bien réalisée. Donc ça, c'est si vous avez des données sensibles. Les bons réflexes, je vous les passe rapidement, mais ne collectez que les données vraiment nécessaires. Vous allez avoir les bonnes questions pour chaque étape pour les bons réflexes. Soyez transparent, avoir une information claire et complète. Pensez aux droits des personnes, les meilleurs délais pour répondre à toutes les demandes. Gardez la maîtrise de vos données, donc tout ce qui est partage, circulation des données personnelles, vous devez y faire attention. Il y a bien sûr la limite entre vos pratiques et votre posture professionnelle, parce que forcément, on va parler de cas de certaines personnes qu'on va accompagner ou autres entre deux couloirs. Là, il y a beaucoup de bon sens, mais dans le cas du RGPD, le bon sens, ça suffit pas. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on est en train de se dire. Même, je sais pas, des cas à côté d'une imprimante où on garde les documents, tout ça, c'est pas possible. Mais on fait notre maximum avec les moyens qu'on a. Ensuite, on identifie les risques. Donc, tout ce qui est toutes les personnes qui peuvent traiter les données, toutes les personnes qui circulent, qui gravitent autour de la structure, qui peuvent avoir accès aux données. Donc, on identifie tous les risques. Et enfin, on sécurise les données. Donc là, c'est côté cybersécurité, mais aussi physique. Tout à l'heure, je parlais d'un placard, c'est la vérité, ou d'archives. Eh ben, c'est la réalité du terrain. C'est que on facilite la pratique, mais en même temps, bah, il faut sécuriser au maximum. Les étapes, on y arrive. Donc, tout d'abord, on recense les fichiers avec un registre de traitement. Un registre de traitement, donc je vais vous le montrer juste tout à l'heure. Vous allez avoir tout simplement un document, le plus souvent c'est un tableur Excel, et vous allez indiquer les types de données que vous traitez. Comment vous les traitez, c'est plutôt les destinataires de ces données et les mesures de sécurité que vous avez. Je vais vous le montrer juste tout à l'heure. Ensuite, vous faites le tri dans les données personnelles traitées. Donc là, c'est gros travail. Vous faites le tri dans le physique et le numérique, les logiciels, etc. Vous faites preuve de transparence au maximum. Donc là, c'est dans les mentions légales sur la page Internet que je vous ai montrée. Organiser et faciliter l'exercice des droits des personnes. Donc là, c'est d'avoir une personne qui est référente, de savoir comment vous allez répondre aux demandes et du coup, en fait, tout simplement votre organisation interne vis-à-vis du RGPD. Et enfin, sécuriser ces données. Voilà, 5 étapes. Le registre de traitement. Je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà, j'arrive. Alors, tac. Il s'affiche. Voilà, j'arrive, je le monte. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Enfin, mon tableau. Oui, ok. Alors, ça, c'est un registre de traitement. C'est un exemple que j'ai, je pourrais vous l'envoyer. La première page, elle ressemble à ça. C'est un sommaire, tout simplement, des grandes activités là où vous allez traiter des données. Le plus souvent, vous avez la gestion des ressources humaines. Donc, dedans, là, c'est là où forcément vous avez beaucoup de données personnelles.
Donc dedans, vous avez tout ce qui est recrutement, formation, entretien, etc., etc. Ensuite, donc, nous, on a l'administration et l'exploitation du site web. Si sur votre site internet, vous avez des données personnelles, c'est pertinent de le mettre ici. Il y a des structures qui ont, par exemple, dans la communication, des organigrammes ou des contrats qui sont gérés directement en ligne. Moi, je l'ai mis parce que nous, aux ateliers du bocage, bah, on vend du matériel. Donc forcément, on a des contrats, on a des données personnelles qui sont indiquées sur le site internet. Ensuite, vous pouvez avoir de l'accompagnement socio-professionnel. Donc là, vous avez gestion administrative, accompagnement, entretien, formation, etc. Vous pouvez avoir de l'événementiel. Dans ce cas, vous allez avoir l'émargement, des inscriptions, organisation logistique et matérielle. Vous pouvez avoir des suivis de prestations. Activité 3, exemple, atelier numérique. Donc là, je vais mettre organisation des ateliers numériques avec à nouveau inscription, émargement, organisation des plannings, etc. Et je peux avoir la partie gestion de la vie associative avec bah, tout ce qui est AG, les réunions de bureau, de CA, etc. Vous pouvez aussi avoir un autre traitement de données qui va être les instances représentatives du personnel. C'est tout à fait possible. Donc, pour vous montrer, c'est la première page. Vous pouvez avoir donc le représentant. Donc là, c'est le représentant légal. Vous allez avoir la personne qui est déléguée ou la personne qui est référente. Et ensuite, chaque fiche, une, 2, 3, 4, 5, 6, ou peut-être que vous en avez moins ou plus, eh ben, elle se retrouve ici. Et ça ressemble à ça. Donc, dans le modèle que je pourrais vous envoyer, vous avez toujours les notes avec le petit chevron là, enfin le petit triangle en haut à droite. C'est les notes qui étaient indiquées par la CNIL. Donc, c'est des rappels. Qu'est-ce que c'est qu'un traitement de données? Donc là, pour les ressources humaines, je vais avoir la description du traitement, les acteurs. Et ensuite, on va voir ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, les finalités. À quoi ça sert, là, de traiter les données? La première finalité, mon objectif, c'est gérer les RH. Mais ensuite, je vais avoir le recrutement. Je vais avoir, une fois que les personnes sont recrutées, je vais avoir la rémunération, mobilité, temps de travail, tenue des registres obligatoires, etc., etc. Les catégories de données personnelles. Donc, je sais que pour les ressources humaines, j'ai adresse mail, adresse postale, nom, prénom, âge, date, lieu de naissance, etc. Permis de conduire, pièce d'identité, arrêt maladie, etc. Les catégories de données que j'ai, donc je vais préciser par rapport à des durées de conservation ce qui est écrit ici. Je vais avoir donc des données collectées pour les candidats à l'embauche non retenue, la gestion de la paie, les ordres de virement pour paiement, les bulletins de paie, et les registres uniques du personnel, etc. Et qui vont avoir chacun leur durée de conservation. Je descends, j'ai les catégories de personnes concernées par ce traitement de données. Ben, nous, on peut avoir les anciens salariés, on peut avoir les personnes retraitées, peut-être que pour vous, c'est la même chose, donc peut-être que vous allez avoir une seule catégorie de personnes. Ensuite, vous allez avoir les personnes à l'essai, qui sont peut-être aussi la même catégorie que les salariés. Je descends, on va voir les destinataires. Qui est-ce qui a accès à toutes ces données-là? Et donc, je vais avoir la direction, la comptabilité, le service des ressources humaines, etc., etc. Et les mesures de sécurité. Donc, je vais avoir bah, le contrôle sur bah, les logins, les mots de passe, etc., le chiffrement des données. Donc, j'ai des sauvegardes automatiques. Et je peux avoir aussi donc l'accès sécurisé aux locaux. Voilà, donc c'est pour vous montrer un exemple, mais je vais vous partager ce modèle. Ensuite, on vient de voir la première étape du registre de traitement. Deuxième étape, vous faites le tri, tout simplement. Vous répondez à ces questions. Il est 29, donc je vais accélérer un peu, mais donc n'hésitez pas à poser les questions pour la deuxième partie sur les questions-réponses. Donc, vous répondez à qu'est-ce que vous faites enfin, qu'est-ce que c'est comme données, pourquoi vous utilisez ces données, comment vous les utilisez, quelle est la durée de conservation, où est-ce qu'elles sont hébergées et qui est visé par le traitement, qui en est responsable. Tout ça vous permet en fait de faire le tri et donc, une fois que vous voyez que vous avez dépassé les durées de conservation, par exemple, eh bien, vous devez les supprimer ou les anonymiser.
Ensuite, sur la transparence, exemple dans un formulaire. Donc là, je vous montre un exemple de mention d'information dans un formulaire, mais vous en avez plein, donc je vous ai mis le lien. À l'occasion du lancement de notre projet accélérateur, Solidatech vous invite à un temps de présentation en visioconférence jeudi 1er avril prochain de 14 heures à 15 heures. Nous vous invitons à compléter le formulaire ci-dessous pour vous inscrire. Conformément au règlement général à la protection des données personnelles, les données collectées dans le cadre de votre inscription serviront à: première finalité, établir la liste d'émargement. Deuxième finalité, vous permettre de recevoir les informations liées à l'événement. Durée de conservation, ces données sont conservées 6 mois euh, dans les archives de Solidatech, destinataire qui aura seul accès à ces éléments. Ces données peuvent être supprimées ou modifiées, donc ça c'est les droits des personnes, à votre demande en contactant par email notre référente RGPD. Voilà, ça c'est comment on fait l'étape transparence. Ce n'est qu'un exemple, il y a plein d'autres il y a plein d'autres possibilités et surtout, vous devez avoir plein d'autres canaux, comme sur le contrat de travail, vous pouvez annexer quelque chose au contrat de travail pour les salariés. Organiser, faciliter l'exercice des droits des personnes. Donc, si jamais sur votre site internet, vous avez un formulaire de contact spécifique, vous pouvez déjà en fait parler du RGPD dedans pour que les personnes puissent déjà en fait être soit donner leur consentement, soit avoir déjà la finalité que vous faites en traitant leurs données. Ensuite, sécuriser ces données. Vous avez 3 types de risques. Confidentialité, donc les accès qui ne sont pas autorisés. Les personnes qui n'ont rien à voir dans cette étape de l'accompagnement qui ont encore accès à ces données. Ça, c'est plus possible. Intégrité, les modifications non désirées. Des personnes qui vont modifier alors que ça n'est plus nécessaire de modifier. Et la disparition de données, donc on va supprimer des données. Les questions à se poser: où sont stockées mes données, qui a accès, pourquoi, est-ce que c'est sécurisé, et les précautions de conservation. Et vous pouvez donc, pour la partie sécurité spécifiquement, faire un plan de risque. Donc, quelle est la gravité en cas d'accès, modification, suppression, qui peut le faire, pourquoi, etc., etc. Donc ça, c'est spécifiquement dans l'analyse d'impact des données personnelles que je vais vous montrer juste après. Si jamais vous avez un incident, eh ben, tout simplement, il faut le signaler à la CNIL le plus vite possible, sauf s'il n'y a pas de risque. Et à la personne concernée, pareil, sans retard excessif. Et si vous pensez qu'il y a un risque pour la protection ou en fait, une atteinte à la vie privée de la personne. Pour évaluer les risques, donc là, c'est l'analyse d'impact sur la protection des données. Si vous avez au moins 2 de ces traitements de données, donc je pense que c'est le cas pour la plupart des gens, donc d'avoir des données sensibles, des données qui concernent des personnes vulnérables, ou l'évaluation d'aspects personnels ou notation d'une personne. Là, forcément, vous devez faire une analyse d'impact des données à la protection euh, des données personnelles, parce que vous avez, dans la gestion des ressources humaines, vous avez l'évaluation d'une personne, puisque vous avez les évaluations lors des entretiens. Et vous avez forcément des données sensibles, puisque vous avez des données de santé. Vous avez un guide général pour les associations qui est fait par la CNIL. Pareil, vous pourrez cliquer dessus, il y a le lien direct. Vous avez un autre pour les professionnels du secteur social et médico-social qui a été fait par l'UNAF. Pareil, il y aura le lien. Et ensuite, je vais vous partager donc les prochaines étapes. Construire votre plan d'action en répondant à ces différentes questions. Donc, comment vous allez porter le message en interne sur les RGPD, comment, une fois que vous allez commencer à vous mettre en conformité, vous allez le faire vivre tout au long de l'année, comment vous allez sensibiliser tous les 6 mois ou tous les ans, et comment vous allez mettre à jour votre registre de traitement. Et surtout, pour commencer, je vous propose d'abord de faire votre diagnostic numérique sur le RGPD. Donc, je vous ai mis le lien, mais en fait, vous allez simplement répondre à ces questions. Donc, je vais vous présenter le diagnostic numérique. Donc, c'est diagnostic numérique Solidatech, diagnostic sécurité.
Je lance mon diagnostic et en fait, vous répondez aux questions. Est-ce que vous avez un nom antivirus unique et régulièrement mis à jour sur chacun des postes? Je mets que c'est en cours, par exemple. Une politique de gestion de mots de passe. C'est pas parce que j'ai des mots de passe que j'en ai une. J'ai pas de politique parce que c'est pas modifié régulièrement ou que c'est pas un fonctionnement qui est homogène au sein de toute la structure. Est-ce que vous avez établi une procédure lorsque quelqu'un arrive ou quitte l'association? Etc., etc. Je clique sur bah, c'est satisfaisant et je veux rien changer. Oui, ça existe, mais c'est à revoir, faudrait que j'améliore tel ou tel process. C'est en cours, du coup, vous êtes déjà en train de travailler dessus, il faut pas y toucher tout de suite. Non, mais ce serait utile. C'est hors périmètre ou vous ne savez pas répondre à la question. Et vous cliquez dessus et ça vous donne un score sur la partie sécurité et RGPD. Et vous allez avoir du coup bah, ce qui est à planifier. Là, j'ai la gestion des mots de passe, la procédure arrivée-départ, la charte informatique. Ce que j'ai à revoir, c'est le coffre-fort numérique. Ça existe, mais ça a amélioré. Et la référente ou le référent RGPD. Et vous allez avoir des ressources ici. Voilà, donc ça, c'était le diagnostic que je vous conseille de faire pour commencer. Et je reviens là-dessus. On a bientôt terminé, on va bientôt passer aux questions-réponses. Je vous partage toutes les ressources, donc les guides qui sont sur le support, le lien vers le webinaire, mais vous, du coup, le webinaire est enregistré. euh, le lien respectemedata.fr et le lien que je vous ai présenté pour les mentions légales de la mission locale. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous êtes encore là, j'aimerais bien plutôt faire un dernier quiz avant de passer aux questions-réponses. Je relance le sondage. Donc, si vous avez bien suivi, c'est quoi les étapes pour se mettre en conformité? Les 5 étapes. L'ordre des étapes. Alors, si j'ai encore quelques personnes, je vois des bouts de messages. Je pense qu'il y en a qui partent. Merci pour votre attention. Pour celles et ceux qui sont encore là, je vous invite à, à répondre au sondage pour tester vos connaissances sur les étapes, les 5 étapes. Oui, oui, Sandrine, ne t'inquiète pas, il y a encore 87 personnes qui sont parmi nous, donc Super. on a de quoi répondre. Et après, on va passer aux questions-réponses. Donc, je pourrais répondre à vos questions spécifiques. Allez, on a 50% de participants. Alors, je vois des messages de personnes qui partent, mais vous aurez, Nada vous enverra tout ça et le replay du webinaire. Alors, c'est le quiz final. Il faut tout donner, les 5 étapes, pour se mettre en conformité. 68%. Je vais bientôt mettre fin au sondage. Dans quelques secondes. Allez, je mets fin au sondage. Alors, je pense que c'est illisible comme résultat. Du coup, je vais vous remontrer la slide sur les étapes. Et après, on passe aux questions. Alors, voilà. Donc, vous faites d'abord le registre de traitement.
Et grâce au registre de traitement, vous allez savoir si vous avez complètement en fait, dépassé les durées de conservation ou autre. Ça va vous donner une très belle image de où vous en êtes sur les données personnelles. Ça vous aide à faire le tri. Donc, vous faites le tri suivant ce que vous avez noté sur le registre de traitement. Ensuite, vous faites preuve de transparence. Donc là, vous vous dites, ah, sur le site internet, j'ai un formulaire. Ah, tel événement, j'ai une inscription. Sur les contrats de travail, j'ai encore rien fait par rapport au RGPD pour les collègues en interne, etc., etc. Tous les endroits où vous commencez à collecter de la donnée. Ensuite, organiser, faciliter l'exercice des droits des personnes. Donc là, vous allez indiquer qui va devenir la personne référente ou nommer un délégué à la protection des données. Réfléchir à comment vous allez permettre aux personnes d'exercer leurs droits de modification, de suppression, d'oubli, d'effacement, etc. Et du coup, tout votre circuit. Et enfin, vous allez sécuriser vos données. Voilà. Alors, je vais on a terminé pour l'heure, donc je vous remercie à nouveau et on va passer aux questions. Donc je vais arrêter le partage et je suis parmi vous. Ouais, super. Merci beaucoup, Sandrine, pour cette présentation. Du coup, il nous reste 20 minutes pour les questions-réponses. Peut-être pour commencer, il y a eu pas mal de questions sur le ou la délégué à la protection des données. Pour mieux comprendre le cadre et les conditions qui rendent nécessaire le fait de désigner un délégué plutôt qu'un référent. C'était pas forcément clair pour tout le monde et aussi mieux comprendre du coup les définitions de grande échelle et systématique sur le traitement des données et aussi des questions sur qui désigner en tant que délégué ou référent. Est-ce que ça dépend des activités? Est-ce qu'il y a une attention à avoir sur un risque de conflit d'intérêts si on désigne un gérant ou un responsable? Voilà, un peu les questions qui sont revenues sur ce sujet de la déléguée ou Ok. référente. Alors, je vais repartager mon écran quand même. Ça peut peut-être aider. Alors, effectivement, ça peut ne pas être clair parce que, en fait, sur le site de la CNIL, c'est vraiment indiqué que soit vous êtes une collectivité, bon là voilà, c'est clair, vous devez avoir un délégué à la protection des données, soit bah, là, c'est pas votre cas, donc vous êtes une structure qui a le suivi régulier et systématique des individus à grande échelle et de la même chose sur des données sensibles. Donc pour savoir ça, donc je clique sur la partie déléguée à la protection des données personnelles du site de la CNIL et donc tout simplement, hein, c'est pour ça que bah, malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus dans le sens où c'est ce qui est écrit sur le site de la CNIL. Vous voyez, il est obligatoire pour autorité ou organisme public. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Organisme public et du coup les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Et la même chose pour les données dites sensibles. Donc pour ça, en fait, je pourrais pas vous donner des infos supplémentaires là-dessus, sur la partie, bah, qu'est-ce que on entend par données, enfin, par suivi régulier ou systématique. Je... D'accord, il n'y a aucune info sur comment se caractérise cette notion de suivi régulier systématique de grande échelle, d'endroits où on pourrait chercher des exemples, je ne sais pas, de Non, cas qui ont été traités par la CNIL. non, ce qu'on peut avoir, c'est ici des lignes directrices, mais du coup par l'autorité de l'Union européenne, qui clarifie bah, là, ce qui est écrit, hein, les critères posés par le règlement, notamment les notions d'autorité, d'organisme public, grande échelle, suivi Ah, ok. régulier. Ok, Donc, donc là, potentiellement, ça peut nous éclairer ce doc. Ok. ouais. Mais vous voyez, c'est pas très clair, c'est le site de l'Union européenne. Et c'est en anglais. Donc, Ok, non, mais après, moi, je pourrais aussi peut-être regarder, puisque l'idée, c'est de faire produire une fiche pratique à l'issue de ce webinaire. oui, Donc, c'est bien que c'est bon à savoir qu'il y a ces questions qui se posent, et du coup, je pourrais creuser la question et l'intégrer à la fiche ouais, pour apporter une réponse là-dessus, du coup. complètement. Merci, Sandrine. Et ensuite, tu disais pour... Sur qui désigner
Tu Alors, es désigné en tant que référent ou délégué. Est-ce que c'est possible à un gérant, un responsable? Est-ce que ça dépend de l'activité? Voilà. alors, tout est possible. Simplement, si c'est un délégué à la protection des données personnelles et pas une personne qui est référente, on est obligé du coup d'avoir cette partie-là. On est obligé de respecter que la personne elle a les compétences requises, donc il y a une expertise juridique et technique. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, vraiment, on ne peut pas s'improviser délégué à la protection des données. Ensuite, les moyens et la partie agir en toute indépendance. Donc là, bah, clairement, quand on parle de personne qui est à la direction, je pense que les personnes qui sont à la direction, elles ont bien des tâches à faire qui ne permettent pas en fait de cumuler les deux fonctions. Surtout au départ. Vous avez vu les différentes étapes que je vous ai présentées. La première étape, le registre de traitement. Bon, j'avoue, ça peut être un peu complexe à faire pour la première fois, mais vous faites votre fiche de traitement et en fait, quand vous la mettez à jour, c'est facile. Vous avez vraiment juste à revoir si les données ont changé. C'est ça, qui va prendre du temps un peu au départ. Mais après, vous avez le tri des données. Ça va prendre énormément de temps selon la quantité de données que vous avez. Et tout ça, en fait, si vous regardez bien les étapes de mise en conformité, c'est pas tout le monde qui peut le faire en plus de son travail actuel. Donc, je sais Ok. pas si j'ai répondu à la question, mais personnellement, je pense que direction, etc., c'est pas possible. Je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit volontaire, quelqu'un qui est très rigoureux. Et du coup, bah, si c'est un délégué à la protection des données, bah, faut l'expertise juridique. Hmm. Mais si c'est une personne qui est référente, on n'a pas besoin de tout ça. On essaye de s'en approcher au maximum parce qu'on essaye d'avoir quelque chose de propre et clair sur le RGPD. Mais on n'a pas l'expertise juridique et on n'a pas les moyens d'avoir une personne qui est déléguée à la protection des données. Donc, on a une personne qui est référente, qui fait Ok. du... qu'elle peut. Ok, ok, très clair, merci Sandrine. Et du coup, sur la personne référente, il y a moins de critères, mais tu préconises aussi que ça soit plutôt pas la direction, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Ouais. Ok, merci pour cette réponse. Il y avait une question sur la durée de conservation des données, il y en a eu pas mal, mais tu as répondu. Une question de Marie-Ange Arnold. En début de webinaire, quelles sont les conséquences par rapport aux fuites de données personnelles via les opérateurs téléphoniques, entre parenthèses, identité IBAN? Et peut-être je te dis une autre question dans la foulée, comme ça on avance, sur les données sensibles. Soumia Azougag qui nous demandait pourquoi le numéro de sécurité sociale est considéré comme une donnée sensible. Le numéro de sécurité sociale, bah, parce qu'il y a le sexe et plein d'infos. En fait, si vous arrivez à lire comment est constitué le numéro de sécurité sociale, vous avez plein d'informations sur une personne. Donc ça rentre dans les données sensibles, puisque déjà, tout simplement, les premiers chiffres indiquent si vous êtes un homme ou une femme. Mhm. Et la première question, elle a l'air un peu fastidieuse, tu peux me la répéter? Quelles sont les conséquences par rapport aux fuites de données personnelles via les opérateurs téléphoniques, entre parenthèses, identité IBAN? Je ne sais pas si ça faisait référence à un moment spécifique du webinaire. Donc, Marie-Ange Arnold, peut-être si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Et ouais, Si jamais il y a une fuite de données, c'est ce que je vous disais tout à la fin, c'est que faire en cas d'incident. Là, vous faites le maximum, c'est tout simplement oui. pardon, de contacter la CNIL et Hmm. les personnes dont il y a eu la fuite de données si jamais il y a un risque pour les personnes. Oui, oui, oui. Oui, tu y avais répondu en fait. Merci Sandrine. S'agissant des bases légales que tu mentionnais, et notamment la question de consentement, Béatrice Charpentier demandait si un consentement verbal est suffisant ou est-ce qu'il faut que le consentement soit formalisé par écrit. Il faut qu'il soit formalisé par écrit parce qu'en fait, si jamais vous avez un contrôle, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, alors comment ça se passe pour être contrôlé? J'aime bien avoir cette image, mais donc déjà je réponds à la question, c'est que sur le consentement, non, il faut que ce soit écrit tout simplement parce que si vous avez un contrôle, il faut pouvoir le prouver. C'est de dire, bah, on montre patte blanche, on a fait le maximum et donc on est conforme au RGPD. Pourquoi? Parce que on a recueilli le consentement. Regardez.
Et ensuite, ce que je voulais dire sur les contrôles. Comment ça peut arriver? L'exemple que je veux donner, c'est bah, vous êtes, on va dire que vous êtes des restaurants et que la CNIL, c'est l'autorité de contrôle d'hygiène et sanitaire. Et ben, ils font des contrôles aléatoires, mais potentiellement, ça va jamais tomber sur vous. On ne sait pas. Et vous avez aussi tout simplement des plaintes de la délation, de personnes qui vont porter plainte sur votre manière d'utiliser les données des personnes. C'est ça qui peut faire appeler la CNIL à contrôler la structure. Voilà. Ok, très bien. Merci Sandrine pour cette réponse. Il y a Eric Bernard qui demandait, en interne, notre questionnement se situe principalement dans le partage des données entre les CIP et la personne qui établit le contrat, donc au niveau ressources humaines, puisque la version papier qui sert de support de transmission contient le nom du médecin et certains traitements, ce qui ne concerne en rien la RH. Est-ce qu'il faudrait qu'il existe deux documents différenciés? Ouais. En fait, s'il y a pas dans l'objectif du traitement, il n'est pas nécessaire que telle ou telle personne ait accès à ces données-là, qui sont nécessaires pour d'autres personnes, eh ben, vous devez l'évincer du circuit. Vous devez Hmm. avoir en fait une gouvernance de données. C'est vraiment sur les accès. Je ne sais pas si c'est un logiciel, je ne sais pas si c'est numérique ou si c'est papier ou autre, mais quoi qu'il en soit, il faut pouvoir avoir des circuits fermés qui ne concernent que telle ou telle étape. C'est pour ça que tout à l'heure, dans l'exemple que je vous donnais sur la durée de conservation, il y avait bien au départ la base active que les personnes qui accompagnent, et après, les personnes qui accompagnent n'ont plus accès, ça va être les personnes qui gèrent le contentieux. Donc là, on est dans le même cas, il faut séparer. Si jamais il y a une nécessité que les deux y ont accès au départ, bah c'est OK, mais du coup, il faut pouvoir le dire. Il faut être transparent là-dessus. Ok, très bien. Merci Sandrine pour cette réponse. Il y a Mario Demisco qui demandait, quand tu as montré l'exemple du site internet de la mission locale, Oui. je vois que la mission locale dit ne pas requérir de données sensibles, mais comment fait-elle pour travailler sur le casier judiciaire des personnes si nécessaire? Alors, du coup, je pense qu'ils ont peut-être fait une erreur ou peut-être qu'il y a indiqué pas au même endroit. En fait, les données sensibles, ils ont peut-être pas accès à toutes les étapes en fait de l'accompagnement du jeune. Ça dépend vraiment de enfin, quel est le parcours du jeune quand il est accompagné en mission locale. Mais de toute façon, s'ils ont le NIR et qu'ils ont le numéro de sécurité sociale, effectivement, c'est une donnée sensible, donc je pense que oui. Je pourrais revérifier sur leur site, Ok, mais je suis merci d'accord avec vous. Sandrine. Ça marche. Je reviens sur la notion de consentement. Je viens de voir qu'il y a Mona Ori qui avait réagi en demandant comment avoir un consentement valable à l'écrit si les personnes ne sont pas francophones. Cela n'est pas contrôlé, donc peu importe. Point d'interrogation. Alors, c'est un cas d'usage, c'est compliqué, ouais. C'est au maximum essayer d'utiliser du FALC, du facile à lire et à comprendre, dans le cadre en fait du contrat des personnes. Si c'est pas possible, il faut essayer de pouvoir traduire ou autre. Mais effectivement, je comprends là la difficulté. Hmm. Ok, merci Sandrine. Une autre question, comment transmettre de manière sécurisée des données sensibles, contrat de travail à un partenaire cabinet RH ou comptable? Les mails sont-ils exclus? C'est une question de Carole Leroy. Alors, d'envoyer par mail les données personnelles à des personnes qui sont en cabinet comptable, c'est ça? Oui, partenaire. Attends, données sensibles, contrat de travail à un partenaire cabinet RH ou comptable. Bah, c'est exactement le cas que je vous avais présenté tout à l'heure dans le cadre d'un partenaire financier ou institutionnel, dans le cadre du principe en fait de la responsabilité en chaîne. Vous êtes obligé de demander à vos partenaires ce qu'ils font dans le cadre du RGPD en fait et vous vous assurez de leur mise en conformité.
Parce que sinon, effectivement, tout ce que vous faites, bah, ça va être détruit enfin, ça va être détruit par vos partenaires parce que eux ne vont pas respecter. Donc, toutes les attentions que vous allez porter, toute la mise en conformité que vous avez faite, eh ben, elle ne sera pas respectée par la personne qui va récolter la donnée personnelle en fin de course, par exemple. Donc, pour s'en prémunir et s'en préserver, en fait, vous allez vous assurer de la mise en conformité de vos partenaires, quels qu'ils soient. Et c'est pas qu'en cabinet comptable, effectivement, en cabinet RH aussi, il y a beaucoup de structures qui ont un prestataire que pour faire les fiches de paie, la gestion des congés, etc., etc. Donc, je vous confirme que il y a toujours fait le principe de responsabilité en chaîne. Ok, merci Sandrine. Il y a Valérie Vattier qui demandait si les participants et participantes au webinaire pourraient recevoir le modèle de tableau que tu avais présenté. Oui, donc super. Et Corinne Bourdet qui demandait s'il est possible d'avoir un contact chez Solidatech. Donc, je ne sais plus s'il y avait ton adresse mail dans le PowerPoint. Mm. Oui, je crois qu'à la fin, ouais, j'avais mis mon adresse Au mail. pire, je pourrais Pour l'ajouter quand je le- l'enverrai à l'ensemble des participants. Ok, super, merci Sandrine. Il y a Aurore Georges, pardon, qui demandait quand un salarié souhaite que l'on garde ses mots de passe afin de ne pas les perdre, comment ça se passe? J'ai pas entendu le début de la phrase, pardon. Quand un salarié souhaite qu'on garde ses mots de passe pour pas qu'il ou elle les Ah, perde, comment ça se passe? ah bah ça. Bah ça, malheureusement, c'est vraiment des cas pratiques de toute structure. C'est en fait, c'est ça que tout à l'heure je disais, il y a des limites et la frontière entre bah, votre posture professionnelle et même dans le cadre d'un accompagnement avec un bénéficiaire, je sais que bah, des fois on est amené à utiliser l'adresse mail de la personne ou de l'aider à je ne sais quoi pour l'accès aux droits et c'est normal en fait malheureusement. Mais du coup, là, tout ce que vous pouvez faire, c'est bah, refuser, sensibiliser au maximum sur la sécurité informatique, en fait, que ce soit géré par une seule personne, donc le prestataire informatique, si vous en avez un, pour qu'il puisse fournir des nouveaux mots de passe. Mais sinon, bah, vous voyez bien hein, que là, si vous me posez la question, c'est que vous avez un doute là-dessus, mais effectivement, il n'y a pas de question sur la sécurité. Vous ne devez pas avoir, je sais pas, un post-it avec vos mots de passe. Il y a vraiment une gestion de politique de mots de passe à mettre en place. Donc, que ce soit le nombre de caractères, mais aussi le fait que ce soit changé régulièrement. Tout ça, ça a instauré dans la structure. Ok. Merci Sandrine pour cette réponse. On va prendre une dernière question parce qu'il est 11h57. Sabrina Martinez demande, pouvons-nous transmettre la fiche de paie par mail à un salarié sur sa demande? Et la demande doit-elle être écrite? Euh, il me semble que sur les fiches de paie, il n'y a plus les envois. Alors, déjà, il n'y a plus pas. Enfin, c'est conseillé de plus aller sur du papier. Il me semble qu'il faut aller sur du numérique et du coup sur un coffre-fort numérique pour pouvoir le stocker autant qu'on veut, aussi longtemps qu'on veut, pardon. Et du coup, pour l'envoi, bah, il me semble que Là, comme c'est par mail l'envoi. Je sais pas si- bah, en fait, c'est pas tant le moyen d'envoyer, mais est-ce que ça a toujours été le cas ou parce que en fait, la fiche de paye, c'est quelque chose qui est personnel et propre à la personne. Donc en fait, tout simplement, oui, je pense que c'est possible de Oui. Hmm. l'envoyer. Pas de... Ouais. Ok, ça C'est marche. c'est juste dans le registre de traitement, dans la partie gestion des ressources humaines, c'est de préciser qu'il y a bien la fiche de paye, qu'il y a aussi dans les destinataires les salariés en eux-mêmes qui vont recevoir ça. Et après, bah, c'est dans vos pratiques, vos usages normaux vos fonctionnements, votre fonctionnement. Et juste, je voulais dire tout à l'heure la remarque sur les mentions légales sur le site de la mission locale. Bah, en fait, je pense qu'ils se contredisent. Si je regarde leur site et c'est écrit les données sensibles et le NIR.
Et en fait, ils disent qu'ils ne collectent aucune donnée sensible. Et vraiment, la phrase d'après, ils disent, on est amené à utiliser le NIR. Donc, bon, D'accord. Bon, du coup, c'était une bonne remarque qui a ouais. été C'est soulevée. bon. Merci Sandrine. Est-ce que on peut prendre juste une petite dernière question, si tu es OK? Ouais. Euh, Il y a Isabelle Antoine qui demande s'il y a une responsabilité pénale sur ces sujets de protection des données personnelles. Alors, je ne sais pas. Là-dessus, je ne sais pas. Je pense juste qu'il y a effectivement, enfin, que c'est pour ça que pour les structures qui sont obligées d'avoir des délégués à la protection des données personnelles, qui doivent avoir une expertise juridique. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose derrière et il peut y avoir une responsabilité. Je ne sais pas si c'est pénal, mais Hmm, ouais. Ok, oui, ça vaudra le coup de creuser aussi. ouais. Donc, je regarderai ça dans le cadre de la fiche pratique qu'on produira. Que je conseille aussi, juste pour Hmm. terminer, c'est que là, je vous ai montré tous les tenants et les aboutissants du RGPD, de la mise en conformité et les étapes. Donc, vous pouvez voir si là, concrètement, vous vous sentez capable de le faire ou d'avoir une personne en interne qui peut être référente. En revanche, ça ne, vous avez vu les demandes dans le cadre de l'obligation d'avoir un délégué à la protection des données personnelles. Ça ne vous épargne pas en fait de demander en fait à avoir une expertise juridique qui vient relire tout ça. Surtout si vous avez des activités très spécifiques. Je pense notamment aux structures qui ont de la protection maternelle, infantile ou de la protection contre les violences. Euh, Là où vous avez des données sensibles, et même enfin, sur la santé aussi, tout simplement, là où vous pensez que vous pouvez avoir des risques très dommageables pour les personnes, je vous conseille fortement, si vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir un délégué, mais que vous avez une personne qui est référente, qui se porte volontaire pour le faire, et ben, d'avoir une expertise juridique après. Voilà. Ok, très bien. Bah, c'est super clair. Merci beaucoup, Sandrine. On a fait le tour des questions. Donc, un grand merci pour ta présentation. C'était super intéressant et précieux, je pense, pour l'ensemble des participants et participantes. Merci aux participants et participantes de s'être connectés. Comme on vous l'a dit, le webinaire a été enregistré, donc il sera diffusé en replay. On vous transmettra le support de présentation et le tableau Excel que tu as présenté, Sandrine, et le contact de Sandrine, si c'est OK pour toi, pour que les gens puissent contacter Solidatech si besoin. Et voilà, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours sur le webinaire, ce qui vous a paru particulièrement utile. S'il y a des éléments qui manquaient aussi éventuellement, on est très preneuse de ce type de retour pour continuer à proposer des outils voilà, qui vous seront utiles. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.